Voilà, ben bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur les clés de l'apaisement en entreprise. Donc, nous allons commencer dans quelques instants. On va laisser donc encore quelques minutes pour permettre à ceux qui le souhaitent de nous rejoindre. Petit rappel, en attendant donc l'arrivée des derniers participants. Donc, on vous recommande d'éteindre votre caméra et de couper votre microphone pour pouvoir disposer de la meilleure bande passante possible. Vous avez sur la droite un chat dans lequel on vous invite donc à poser vos questions. Alors, soit pendant l'exposé de nos participants, ou alors à la fin. Et ainsi, nous pourrons y répondre lorsque nous aurons terminé cette présentation de cet après-midi. Je vois qu'il y a encore des participants qui nous rejoignent. Donc, notre objectif est de mieux comprendre donc, les enjeux de la nouvelle loi sur la protection des lanceurs d'alerte, en date du 21 mars 2022, et puis plus largement, de comprendre quels sont les bénéfices d'une ambiance apaisée basée sur le développement de la confiance en entreprise. Donc, pour ce faire, je suis ravi de recevoir cet après-midi nos participants, en la personne de maître Vanessa Lehmann. Bonjour. Dont nous n'aurons pas l'image, mais nous avons le son. Et en la personne du docteur François-Régis Lenoir. Bonjour. La joie d'avoir à l'image et avec le son. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation pour partager ce moment qui donc va durer une trentaine de minutes. Alors, je vais tout d'abord présenter plus précisément mes invités. Donc, maître Vanessa Lehmann, vous êtes avocate au cabinet ACG et Associés, essentiellement à Reims et Paris, et vous vous consacrez exclusivement au droit du travail. Au sein d'un cabinet de près de 80 personnes, vous êtes l'interlocutrice des entreprises que vous conseillez ou défendez, et vous écrivez également régulièrement des articles sur l'actualité en droit social qui peuvent être consultés sur le blog du site internet du cabinet ACG. Votre dernière parution, Enquête interne et preuve du harcèlement, met bien en perspective les obligations de l'employeur, les différentes options qui s'offrent à lui, au regard des évolutions récentes de la jurisprudence. Docteur François-Régis Lenoir, tu es docteur en psychologie sociale, psychologue management des organisations et santé au travail, psychologue du sport et licencié en philosophie. Tu es le fondateur et gérant de Puzzle Concept, une entreprise spécialisée sur les recherches appliquées et les actions préventives et curatives sur donc, les risques psychosociaux, RPS, la qualité de vie au travail, le risque suicidaire. Tu es aussi chercheur publiant, fondateur de la théorie des sphères de vie, et tu as la particularité d'avoir encadré l'équipe d'analyse des profils et de la psychologie de la sélection des astronautes européens, dont Thomas Pesquet, qui est bien connu, et également de la nouvelle spationaute qui a été sélectionnée, Sophie Henno. Et donc, en ce qui me concerne, moi, je suis Mathieu Daumont, de la société e-Signal Conseil Groupe Interaction. J'ai développé une expertise en stratégie de signalement d'entreprise sur toutes ces phases, de la conception, du déploiement à la gestion donc, des alertes et leur traitement. Alors, pour commencer, la question qu'on va se poser, c'est comment favoriser la confiance en l'entreprise et quelles sont les clés, finalement, de l'apaisement. Quel est le rôle d'un dispositif d'alerte? Et donc, ce sont les questions que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, dans une première partie, nous allons revenir sur les éléments essentiels de la loi et les actions à mettre en œuvre. Puis, nous discuterons des conditions pour créer de la confiance en l'entreprise et voir ce qu'elle apporte. Nous verrons ensuite quel est le rapport sociologique que nous entretenons par rapport à la confiance en France. Et enfin,
nous nous poserons la question sur les bénéfices d'un canal de signalement avant que Maître Lehmann nous rappelle les conséquences directes et indirectes de la non-application de cette loi. Donc la première question s'adresse effectivement à Maître Lehmann. Le législateur a mis en œuvre de nouvelles dispositions réglementaires concernant la protection des lanceurs d'alerte. Maître Lehmann, pouvez-vous nous rappeler en quoi cela consiste? Oui, Mathieu. Alors déjà, j'engage nos auditeurs à vous recontacter parce que pour accéder au replay des 2 derniers webinaires qu'on a fait ensemble sur le sujet, ils seront un peu plus complets. L'objectif, je le rappelle, c'est de faciliter la révélation d'informations qui portent sur un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ou une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation de la législation de tout ordre. Et donc en protégeant les personnes qui révèlent cela, tout en maintenant des garanties suffisantes pour que les secrets protégés ne soient pas trop facilement éventés et préserver la réputation des personnes et des entreprises contre des alertes abusives ou inconsidérées. Alors, il y a 2 séries de dispositions dans l'arsenal juridique. Premièrement, des mesures de protection du lanceur d'alerte, l'exonération de sa responsabilité pénale, civile, l'interdiction de mesures de représailles, la facilitation de sa défense en cas de contentieux. Et puis, le pendant, c'est qu'il y a aussi des conditions pour bénéficier de ces mesures de protection, des conditions qui portent, on vient de le voir, sur la gravité des faits révélés, on parle de crimes, de délits, etc. Bon, et des conditions de procédure, avec notamment un temps pour que l'enquête se fasse avant de révéler les choses à la presse ou sur les réseaux sociaux, par exemple. En résumé, la législation oblige à mettre en œuvre un canal de signalement qui assure la confidentialité et la sécurisation des données et la protection des personnes qui souhaitent signaler des actes délictueux au sens large du terme, dont elles auraient été témoins ou victimes. Ça implique de mettre en œuvre une procédure, un dispositif de signalement, un plan de déploiement pour informer et former tous les collaborateurs et une prise en charge des alertes afin d'adapter, bien sûr, les suites à donner. Tout ça en conformité avec le RGPD. Alors, vous l'avez compris, comme on dit, il y a du boulot. Contrairement à ce que les gens pensent, il ne s'agit pas simplement de mettre à jour son règlement intérieur, quoi. Eh ben merci pour cette première entrée en matière. Mais pourquoi est-ce important donc de mettre en place une politique de signalement claire? D'abord, c'est important de définir clairement les procédures de signalement et les canaux de communication disponibles pour les employés, les parties prenantes, pour que ça soit compréhensible et accessible pour tous les collaborateurs. Deuxièmement, il est crucial de garantir la confidentialité des données, des informations et la sécurité de celles-ci, des données, mais aussi des personnes, notamment contre toutes les formes de représailles. Sinon, on a peur. Troisièmement, c'est un moyen d'engager la participation, inciter les collaborateurs à signaler les comportements inappropriés dans un environnement où chacun se sent à l'aise, en confiance, on va y revenir. Mais attention, ce n'est pas non plus le café du commerce, où on fait étalage chacun de ses petits dilemmes éthiques. Et donc, il a notamment été jugé qu'il fallait quand même entrer dans le cadre un minimum de la législation. Et puis surtout, il faut être de bonne foi quand on dénonce. Et c'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation en février dans 2 arrêts consécutifs. Et puis enfin, il faut gérer les signalements de manière efficace. Sinon, plus personne n'y croit. Il est primordial de disposer d'une procédure d'alerte claire qui comprend la désignation d'une personne ou d'une équipe qui est responsable de l'examen et de la résolution des signalements. Le dispositif de gestion, il doit garantir que les signalements sont examinés de manière impartiale et que des mesures appropriées soient prises pour résoudre les problèmes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si rien n'est fait? Il n'y a pas de sanctions spécifiques directes pour l'employeur qui n'aurait pas établi de procédure interne de signalement. Mais
il faut quand même rappeler que cette loi de 2016 prévoit que, d'abord, toute personne qui fait obstacle de quelque façon que ce soit à la transmission d'un signalement dans le cadre légal est punie d'emprisonnement, d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Bon, en dehors de ça, le dispositif, il se renforce. La loi Sapin 2, qui avait introduit le fait qu'en cas de rupture de contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, le salarié pouvait saisir le conseil de prud'homme en référé, vous savez. C'est d'ailleurs là-dessus que la Cour de cassation vient de statuer par 2 fois en février, là où elle a ordonné la réintégration des salariés avec remboursement des salaires. L'article 8 de la loi de 2022 et le décret de décembre 2022 sont venus compléter le texte. Et à l'occasion de tout litige, plus seulement en référé, d'ailleurs, le Conseil de prud'homme, depuis le 30 décembre, là, il peut en complément d'autres sanctions, obliger l'employeur à abonder sur le CPF dans la limite de 8 000 euros. Bon, ça, c'est pour l'arsenal, la réintégration, le référé, le CPF, etc. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'on a une obligation de sécurité. Et la violation de cette obligation pourrait être évoquée par un salarié, soit le lanceur d'alerte, mais aussi la victime directe ou indirecte des infractions constatées en l'absence de procédure. Et puis, l'intérêt pour l'entreprise d'établir des règles de procédure interne de signalement d'alerte exprimées par ses salariés, c'est aussi de lui permettre d'identifier les risques signalés à un stade précoce, suffisamment précoce, et puis d'y remédier, d'y mettre un terme rapidement. Et puis donc d'éviter de rendre public des scandales qui nuiront à sa réputation, qui peuvent nuire à sa réputation, et puis d'engager aussi sa responsabilité pénale, sa responsabilité civile pour les faits qui ont été signalés. Et pour lesquels, d'ailleurs, je rappelle que l'assurance risque de ne pas fonctionner si les obligations de respect de la législation de base sur les dispositifs d'alerte n'ont pas été mises en place. Donc, vous voyez, il n'y a pas de sanctions directes, mais alors, il y a des sanctions indirectes très importantes. L'absence d'une telle procédure interne, en l'absence, enfin, si on n'en a pas, le lanceur d'alerte, il sera tenté de rendre public son signalement, puisqu'il ne sait pas à qui s'adresser. C'est d'ailleurs, à mon avis, la raison pour laquelle on assiste à une explosion des signalements auprès de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez vu que le site Internet qu'elle a mis en place en septembre dernier, à destination des lanceurs d'alerte, a recueilli plus de 500 signalements en 4 mois d'existence seulement. Bonjour le succès. Donc, il faut se souvenir que cette législation, historiquement, elle vient des scandales. Des scandales sur la grande délinquance économique et financière, les fraudes fiscales, la corruption, les scandales de santé publique, les scandales environnementaux. Donc, il n'y a pas de sanctions directes, mais vous voyez des conséquences indirectes très lourdes. Eh ben, merci maître. Mille excuses, là, vous avez vu les slides sauter. C'est pas moi qui appuie sur le bouton, c'est une petite instabilité du système. Donc, j'espère que ça va se calmer. Je me tourne maintenant vers toi, François-Régis Lenoir, notre docteur en psychologie. Pourquoi faire le lien entre dispositifs de protection des lanceurs d'alerte, confiance et performance de l'entreprise? Une belle question. Très très bonne question. À partir des années 90, comme vous le savez, les accords interprofessionnels européens ont encouragé en fait les États à enfin reconnaître la préservation de la santé mentale comme une obligation légale, moyen et résultat. Ceci a pris corps petit à petit et plus rapidement dans un certain nombre de lieux et à partir de 2002, évidemment par l'obligation de résultat, puis sont venus ensuite la reconnaissance des RPS 2008 avec la fameuse affaire que tout le monde connaît, affaire France Télécom évidemment, ou de l'organisation comme potentiellement responsable avec maintes jurisprudences qui se sont chevauchées les unes les autres et sur lesquelles Vanessa Lehmann pourrait évidemment développer tout un tas d'évolutions et tout un tas de changements. Depuis 2002, nous avons multiplié les expériences en effet reliant des types de RPS, la confiance et l'efficacité individuelle et collective. Et aujourd'hui, ce sont de nombreuses études extrêmement nombreuses et de nombreuses expériences pour nous sur le terrain pour valider ces premières intuitions, évidemment, sur le lien entre RPS, confiance, performance et le dispositif de protection des lanceurs d'alerte ici est une étape décisive car nous avons de nombreux blocages, de nombreux tabous et beaucoup de légitimation au fond de la violence au travail dans tout un tas d'endroits, dans les entreprises, mais pas seulement. Ok, très bien. Alors, à quoi sert la confiance en entreprise et d'où vient l'alerte actuellement sur ces questions de RPS? Eh bien, la confiance, c'est un état fondamental de la bonne santé d'une personne, d'une entreprise, d'un lien.
C'est le moteur qui permet de favoriser l'engagement, le partage, questionner plutôt que résister par exemple au changement, encourager la créativité, libérer la parole, résoudre évidemment rapidement des problèmes. La notion de précocité soulignée tout à l'heure par Maître Lehmann est absolument essentielle. Autour de ça, la liste est très longue. Enfin, qui aurait envie de donner toute sa force de travail, son intelligence, sans une confiance significative? Donc, il faut regarder là la confiance comme le socle à construire, à sécuriser, à entretenir d'une relation interpersonnelle de qualité, relation qu'il faut évidemment à chaque fois, comme je l'ai souligné, développer à chaque instant. Quelques secondes, nous abîmons des années de relations tout à fait qualitatives et correctes. Concernant l'alerte, à proprement dit, il vient d'acteurs différents de l'entreprise, représentants du personnel, syndicats, ressources humaines, médecins du travail, parfois encore plus haut dans des hiérarchies diverses et variées, avec un risque important parfois pour les demandeurs. C'est ce qui empêche au fond un traitement précoce et donc augmente le risque d'une dégradation des situations. Le dispositif des lanceurs d'alerte pourra sans doute permettre de mieux protéger les lanceurs d'alerte, mais surtout de générer plus de résolution de problèmes précoces. Point absolument fondamental dans l'établissement, dans les entreprises, mais aussi dans un service ou dans l'accompagnement d'une personne qui est en danger pour des raisons de santé mentale. Les signaux faibles ici existent souvent, mais on n'ose pas toujours en parler. Alors, qu'est-ce qui altère le niveau de confiance des salariés dans l'entreprise et finalement, qu'est-ce que cela génère? Bien, comme beaucoup de choses dans les risques psychosociaux, l'altération du niveau de confiance, au fond, est aussi sur une approche multifactorielle. Ce sont des déséquilibres, des dissonances, des injonctions paradoxales, si on emploie un petit peu des mots plus proches de la psychosociale, entre ce que nous donnons et ce que nous recevons, entre ce que nous attendons, ce que nous promettons et ce qui se passe vraiment sur le terrain, entre le respect des uns et l'absence du respect et de l'intégrité des autres. Ce dernier point est fondamental. Tous les RPS relèvent de la violence qu'on s'inflige, qu'on inflige aux autres ou que la situation nous inflige. Cela génère principalement des violences en boucle, souvent qui sont qualifiées d'un point de vue scientifique en spirale et qui altèrent les relations, le contrat moral et l'engagement professionnel. Toutes les personnes humaines, sociales et économiques sont atteintes. C'est le propre des risques psychosociaux, ça ne s'arrête pas à l'entreprise. Et nous savons donc que toutes choses égales par ailleurs aujourd'hui, c'est au fond le constat qu'on peut faire avec des monographies qui travaillent sur les risques psychosociaux. Toutes choses égales par ailleurs, moins de RPS signifie plus de performance à long terme. Très bien. J'en profite pour dire que je viens d'activer le chat, chose que j'avais oublié de faire. Donc maintenant, vous pouvez poser vos questions comme initialement promis. Alors, on continue notre tour d'horizon. Nous, avec eSignal Conseil, quand nous abordons la notion de protection des lanceurs d'alerte, nous indiquons qu'il est nécessaire avant toute chose de définir un processus de signalement. Quel est le problème d'un processus ou d'une approche mal ficelée, François-Régis? Eh bien, il est certain que autant nous avons parfois des alertes qui fonctionnent déjà actuellement, autant parfois ça ne fonctionne pas très bien. Et il est crucial que chacun dans l'entreprise, pas à pas, perçoive, intègre que le respect de l'intégrité et que l'éthique est la règle. Dans ce cas, l'alerte fera partie intégrante du dialogue entre les parties et permettra de ne pas laisser des situations dangereuses s'installer. Certaines entreprises aujourd'hui le font très bien sur de nombreux sujets. Sur une observation de notre côté sur 100 diagnostics psychosociaux que nous avons réalisés entre 2010 et 2018, nous avons pu observer la chronologie classique des événements. Quelques signaux faibles, puis plus de consistance, des choses qui vraiment atteignent à l'intégrité, parfois une alerte, parfois des alertes, puis un jour, c'est l'affaire psychosociale qui ne tarde pas à devenir juridique et parfois dramatique, sans compter les aspects de climat social et d'altération au fond de l'environnement de l'ensemble des travailleurs. Un processus mal ficelé mettrait en danger les alerteurs et pourrait mettre de l'huile sur le feu. Les vécus seraient une nouvelle fois niés par le système et la justice. Sur l'aspect juridique, je laisserai Vanessa évidemment y répondre plus loin. Je tiens à insister que notre société bouge vite sur ces questions. On s'aperçoit que ce qui était toléré il y a 10 ou 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. C'est un mouvement de fond face aux nombreuses violences dans notre société.
les normes de tolérance face à l'intolérable, la lâcheté des personnes, parfois, je me permets d'employer ces termes, la lâcheté des personnes, comme de nos sociétés face à la violence, liée au fond à une certaine représentation, la loi du plus fort, qui pourrait permettre au fond à chacun de faire ce qu'il veut avec une autre personne, est en train de bouger sur ces représentations et les curseurs sont en mouvement autour de ça. Donc moi, j'aime l'idée ici, un peu peut-être idéaliste, d'un horizon sans ce droit au fond archaïque qu'est la loi du plus fort. D'accord. Alors, quelles sont les actions qui ont de l'impact sur sur la baisse, pardon, du niveau de violence dans l'entreprise? Eh bien, comme personne n'est parfait, le point essentiel sur lequel nous parlons là, en fin de compte, depuis tout à l'heure, c'est évidemment la détection précoce des signaux et l'engagement intelligente d'un dialogue avec réciprocité, acceptation de l'altérité, etc. Accompagné aussi des protocoles et des comportements rigoureux et ouverts à la fois. Et enfin, rappeler, préciser ce qu'est un comportement professionnel et s'il le faut, malheureusement sanctionner et partir sur des approches beaucoup plus difficiles. Dans les entretiens que nous menons depuis plus de 20 ans sur la vie au travail, les personnes nous racontent combien ils appréciaient leur entreprise, puis un jour, combien une violence a rompu en quelques secondes le contrat moral implicite qui se joue dans toute relation. Alors, comment est impactée une organisation en fonction du niveau de confiance? Eh bien, comme certains thèmes parfois qui apparaissent, et tu citais les astronautes tout à l'heure, sur lesquels nous avons découvert que par exemple les travaux sur l'humilité n'étaient pas très solides. Sur la confiance, c'est compliqué. Je trouve qu'on a aujourd'hui un certain manquement. Il y a beaucoup d'études qui pourraient être travaillées sur cela. Dans la littérature, c'est pour moi évidemment le socle de la relation interpersonnelle construite. C'est lié au degré d'engagement que nous avons dans la vie et cela se retranscrit dans toutes nos actions, avec nous-mêmes d'ailleurs et avec autrui. Confiance en soi, confiance dans les autres et au fond interaction un peu entre les deux. Lorsqu'il existe un haut niveau de confiance, les employés sont plus enclins à partager des idées, à prendre des risques, à dire ce qui ne va pas et à s'engager dans des projets innovants, dans des changements. Coopération, objectifs communs, mobilisation et action sont alors tout à fait concrètes. Les employés qui se font confiance sont plus enclins à travailler ensemble, à partager des informations, à se soutenir mutuellement. Donc on voit très bien là tout ce que peut gagner un chef d'entreprise dans l'évolution de ce combat au fond contre toute violence. Enfin, la confiance est également essentielle pour la résolution des conflits qui viennent, j'ai envie de dire, naturellement. Et donc cette précocité de nouveau revient ici dans notre débat. Lorsque les employés ont confiance les uns envers les autres et envers les dirigeants, ils sont plus enclins à accepter les décisions même prises, même si elles sont quelque part autoritaires parfois parce que le temps presse ou parce qu'on est dans des urgences particulières, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec elles, car ils ont confiance que les personnes en face ont pris les meilleures décisions possibles et en relation au fond avec chacun des collaborateurs. Alors très bien. Alors du coup, comment favoriser les 3 piliers de la confiance? Bon, là, je crois que on va enfoncer un petit peu des portes ouvertes, peut-être, et vous m'en excuserez, au fond, si nous mettons tous à réfléchir par rapport à nos propres vécus, rien d'exceptionnel. L'écoute active, la résolution des problèmes posés, un bon niveau de transparence, la compréhension des objectifs, la compréhension du sens du travail avec évidemment une équité recherchée. Et puis à l'arrivée, un vrai travail managérial sur la responsabilité et individuelle. Expliquer, discuter. En résumé, je pourrais dire penser. Si un de ces trois piliers est faible, l'édifice est en danger. La confiance ici est brisée en quelques instants. C'est l'atteinte à l'intégrité de la personne, un mot, une violence, une décision inéquitable, l'absence de prise en considération, une absence de fiabilité met en danger évidemment la responsabilité individuelle et collective. Comme tu le dis, Mathieu, quand nous en avons échangé, parfois c'est vraiment une évaluation de la culture d'entreprise. On a une culture, au fond, qui est très psychosociale de l'entreprise, et c'est aussi, au fond, les ingrédients des mécanismes de tout contrat social, comme je le disais précédemment. Alors du coup, par quoi commencer et comment ça se passe concrètement? Bah, brièvement, le cadrage est toujours la première étape. Cadrage de mission,
cadrage éthique, parfois cesser le feu lorsque nous arrivons un peu tard et que le versant juridique se met en parallèle en place, communication vers tous et ouverture pour une forte participation de forts échanges. Et là, on voit bien les limites que cela peut créer et la nécessité notamment de la procédure de lanceur d'alerte. Puis nous déroulons une méthodologie adaptée, basique parfois, style GOLAC, comme on aime en France, que nous considérons comme un pré-diagnostic, à très riche, très systémique. C'est la méthode REN qui peut être pluridisciplinaire et c'est l'audit psychosocial. Les caractéristiques de l'établissement jouent évidemment un rôle. Une collectivité de 350 métiers, une grande ville, une métropole, ne s'étudie pas tout à fait comme un retailer ou comme un endroit où, au fond, nous avons quelques métiers avec une très grande spécialisation. Évidemment, c'est à la fin un plan d'action relatif à là où en est l'établissement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire grimper l'ensemble des marches et les étages à une entreprise qui part de très loin lorsque nous rencontrons ces risques psychosociaux. Il est obligatoirement co-construit ce plan d'action avec les acteurs de l'établissement. L'engagement, l'implication est essentielle et nous proposons évidemment des indicateurs d'évaluation puis une possible post-évaluation. Dois-je rappeler ici que l'auditeur ou prescripteur s'écarte ensuite car il faut séparer le diagnostic de la remédiation concrète. Ça, c'est un problème éthique qui n'est pas toujours présent. Très bien. Alors, un autre point, c'est qu'en comparant le niveau d'engagement des entreprises françaises dans l'application de la réglementation sur la protection des lanceurs d'alerte par rapport à d'autres pays européens avec qui on a des contacts, le Danemark, le Portugal ou l'Allemagne, il s'avère que la France apparaît comme étant à la traîne. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Ah, j'aimerais l'expliquer pleinement, mais ça nécessiterait une étude à part entière, donc il faut rester très modeste sur ce que l'on peut dire autour de ça. On a eu le même phénomène au fond sur les risques psychosociaux, hein. Tu cites des pays qui, pour des raisons différentes, sont en fait plus dynamiques sur la prévention en général, sur la prévention santé parfois et sur la prévention de la santé physique et donc mentale aussi. Le Danemark notamment est une très belle référence sur ces questions. Pour les RPS, les accords interprofessionnels, comme je le soulignais tout à l'heure, fin des années 90, début des années 2000, il aura fallu attendre au fond une affaire dramatique pour enfin accélérer. Peut-être que, je sais pas, wait and see est en fait une devise française. Je sais pas, un petit peu d'humour autour de ces questions sérieuses, ça fait pas de mal. Enfin, on peut cependant être attristé de notre lenteur en France à intégrer la prévention éducative à tout âge et dans toutes les sphères de vie. Comme base de la santé physique et mentale de chacun d'entre nous, on aurait là des développements immenses. Mais ça serait trop long. Oui, certes, mais merci François-Régis pour ces premiers éclairages. Je me retourne maintenant à nouveau vers Maître Lehmann. Maître, que recommandez-vous pour gérer les signalements et contribuer à améliorer le niveau de confiance dans l'entreprise et protéger ainsi ses intérêts? Alors, comme on l'a dit, la gestion efficace des signalements, c'est la clé de voûte d'un processus vertueux des alertes, qui ne dérive pas vers ce que j'appelle le poison de la délation. On recommande d'externaliser cette gestion d'abord à un tiers externe, impartial, pour renforcer le niveau de confiance et de confidentialité. Alors, la transparence est également un pilier de la confiance. Il faut penser à communiquer sur les suites de l'alerte. Si on étouffe les choses, c'est moins efficace. Et puis, dans les délais légaux, bien sûr. Je remets ma casquette d'avocat, il y a des délais, 7 jours ouvrés pour accuser réception d'un signalement, 3 mois pour communiquer les résultats des investigations. Bref, il faut respecter les règles. Et puis, il y a un bilan annuel qui doit être rendu public également aux employés, aux parties prenantes concernées, y compris des actions qui ont été prises pour résoudre les problèmes. Et puis, il est également important de montrer que l'entreprise est engagée à agir et en phase avec son ambition de respect de l'intégrité et de l'éthique en général. Eh bien, merci, Maître. Je me retourne à nouveau vers toi, François-Régis Lenoir, pour parler un peu de bénéfices. Donc, quel bénéfice apporte une stratégie de signalement, finalement, avec un processus et un dispositif adapté? Ben, pour moi, le premier bénéfice, en tant que psychologue et travaillant sur la santé mentale depuis longtemps, le premier des bénéfices, c'est évidemment l'impérieuse nécessité de respecter l'intégrité des personnes. Je crois que là-dessus,
le travail conjoint et des juristes aujourd'hui et les questions qui se posent sur ces aspects et des psychologues et de tout ce qui est médecine du travail se rejoignent. Le deuxième bénéfice, c'est de respecter la loi sur la préservation de la santé mentale. Il y a une dimension évidemment juridique en assumant des erreurs acceptables. Moi, je trouve parfois que certaines erreurs peuvent être acceptables à partir du moment où elles ne sont pas sur cette chronicité et sur cette mauvaise foi, au fond, dans les comportements des uns et des autres, comme on part de très loin. Et évidemment, d'ailleurs, ce qui est reproché éthiquement n'est pas qu'il y ait des problèmes différents, tensions, mais c'est qu'elles ne soient pas regardées, entendues, résolues. Et je crois, sous la gouverne de Vanessa, que c'est un élément évidemment clé dans les jugements. Le troisième est de pouvoir mettre en œuvre un protocole RPS précoce pour prévenir les risques et mettre en place des remédiations adaptées pour le bien de tous et de chacun. Tout le monde a y gagner. Personne n'a intérêt au fond que s'installe un conflit durablement. Donc précoce signifie que ça a coûté moins cher avant et que l'alerte permettra aussi de grandes économies après. Certaines affaires coûtent des millions d'euros en perte de productivité. Je pourrais vous raconter plein d'histoires autour de cela. Faut-il rappeler l'évaluation environ de 250 milliards de pertes de productivité en Europe sur la question des risques psychosociaux. Enfin, pour résumer, la prévention des RPS a un effet feedback immédiat et positif. Les Américains comme les Français, l'INRS notamment sur des travaux, ont pu quantifier qu'un euro investi en moyenne rapportait 14 euros. Pourquoi? Ben, confiance, management facilité et résolution des problèmes psychosociaux et opérationnels précoces. Détecter tôt et traiter tôt un problème dans une entreprise alimente la confiance du quotidien. Je me rappelle des étapes dans la construction d'un modèle connu, celui de Karasek, qui s'est rendu compte que le soutien social, sous toutes ses formes, était le principal modérateur du stress et pour lesquels, au fond, on voit bien cette dynamique collective qui est capable de gérer ces questions-là lorsqu'elles sont abordées précocement. Eh ben, très bien. Alors, on parle de dispositif de signalement. Donc, nous, dans la solution, nous proposons un dispositif de signalement digital. En quoi peut-il être un outil précieux pour l'organisation et pour contribuer à réduire le niveau de violence? Bah, c'est facile, je crois, à comprendre. Il y a une très grande diversité. Chaque entreprise est unique, est riche, unique, a une identité, une histoire, etc. Et donc faire une démarche, c'est-à-dire aller voir un N+1, N+2, un N+2 pour un représentant de la direction, même des fois du personnel, demande de l'énergie, du courage, à tort ou à raison. Cela expose à de potentielles représailles dans certaines entreprises où, au fond, au moins pire, on met un couvercle sur une situation, on met une chape de plomb, et puis d'autres fois, on a des mesures de rétorsion. Donc ça, on a pu l'observer aussi malheureusement. Je me rappelle un de mes premiers audits dans une entreprise où signaler que la machine faisait un bruit anormal a mené à se faire rabrouer, voire avoir une sanction, même sur des aspects opérationnels parfois, nous avons une absence d'écoute dans certains lieux. Sur les RPS, malheureusement, c'est très très régulier parce que nous sommes encore plus en retard sur ces questions au fond dans la représentation de ce que cela signifie. L'utilisation d'outils digitaux facilite ici la démarche parce qu'il protège, rassure avec tout le dispositif que Maître Lehmann a pu expliciter précédemment. Et dans le cadre d'une stratégie de signalement claire et transparente, l'outil permet plus de spontanéité telle que nous l'observons par exemple sur les réseaux sociaux, sans que cela soit ni délation sans café, et ni café du commerce. Le déclarant sait ce qu'il peut dénoncer ou pas, il se sent protégé par un système sûr et impartial, absolument essentiel, et il sait que pour que son signalement soit considéré comme recevable, il devra concerner un acte délictueux et nécessiter de transmettre un minimum d'informations pour permettre de démarrer une enquête. L'entreprise peut ainsi disposer de tout type de signaux, faibles ou intenses, pour adapter sa stratégie du respect de l'intégrité et de l'éthique, et surtout gérer ses risques et minimiser les conséquences de cela. Alors, on parle de conséquences, donc on va se retourner vers Maître Lehmann. Alors, Maître, même si vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de sanctions directes, quelles sont les conséquences de la carence de l'entreprise dans ce domaine des alertes professionnelles? On a commencé un peu à le décrire tout à l'heure avec ces scandales. Alors, en fait, c'est une cascade de conséquences possibles à plusieurs niveaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des risques de procédures judiciaires, pénales, civiles, des risques pour l'image de marque.
Alors, je vais reprendre des exemples. On va commencer soft, strictement RH, mais combien important. La multiplication des arrêts maladie, des licenciements pour inaptitude, des conflits au travail, un climat de suspicion généralisée. Tout ça, ça nuit à la performance de l'entreprise. Ça fait fuir les gens à une époque où il est si difficile de les recruter et de les retenir. Hein, on a changé d'époque, il ne faut pas s'en souvenir. On va monter d'un cran. Dans les dossiers de souffrance au travail, en général, ne pas avoir mis en place une procédure de recueil des alertes professionnelles et de protection des lanceurs d'alerte, c'est un peu comme ne pas avoir mis en place un extincteur d'incendie, un règlement intérieur, un document unique d'évaluation des risques professionnels. L'inspecteur du travail, le médecin du travail, le policier, le juge qui va mettre son nez là-dedans, il va considérer plutôt défavorablement cette carence. Il va voir ça comme un indice de votre culpabilité ou à minima un manquement à votre obligation de prévention des RPS et de sécurité. Je continue de monter. Dans nos dossiers de harcèlement moral, l'entreprise, elle s'expose bien souvent à ce qu'on appelle des prises d'acte de la rupture du contrat de travail. Le salarié s'en va et il vous en impute la responsabilité. C'est une rupture brutale par le salarié. Il part sans préavis, il claque la porte. Et derrière, il demande des dommages, des indemnités, comme s'il avait été licencié abusivement. Pareil quand il saisit le juge en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Vous n'aurez pas simplement à payer les indemnités légales de licenciement, vous serez condamné aux indemnités pour licenciement nul, c'est-à-dire au moins 6 mois de salaire, c'est plus que les plafonds Macron, comme on dit, des dommages d'intérêt spécifiques, par exemple pour harcèlement moral, voire, je l'ai dit tout à l'heure, des réintégrations. Ça vient d'être jugé 2 fois en référé, validé 2 fois, encore une fois, en février par la Cour de cassation. Et puis, éventuellement, au titre de la faute inexcusable, en cas d'accident de travail, du travail dans les cas plus graves. Sortons des cas de conflit au travail, du harcèlement. Je pense à un dossier récent. Une entreprise pharmaceutique. On n'a pas mis en place des outils de contrôle interne. Vous savez, en matière de DMOS, les lois anti-cadeaux, là. Elle s'est dotée c'est pas dotée d'un dispositif d'alerte professionnelle. Service d'enquête découvre que les commerciaux font des cadeaux à tout va aux professionnels de santé. On est sur le terrain du débat, vous savez, sur l'achat de prescription. C'est grave. Bon. Les regards vont se porter vers le chef d'entreprise, dont on pointera l'abstention fautive. Ces négligences seront autant d'indices d'une tolérance fautive. On va dire il a fermé les yeux, il a laissé faire, puisqu'il ne s'est pas préoccupé de contrôler ou au moins de permettre d'alerter. En clair, ces dispositifs font partie d'un tout. L'arsenal de prévention qui ne participe pas seulement à une obligation morale du dirigeant et de sa responsabilité, la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais bien de sa responsabilité au plan du droit tout court. Ce n'est pas seulement de l'éthique. En fait, ici, l'éthique rejoint le droit. Il ne s'agit plus simplement d'un devoir, mais d'une véritable obligation. Eh bien, merci, Maître, pour ces précisions donc, sur les conséquences de cette loi. On arrive au terme de notre webinaire où, pour conclure, on va pouvoir dire que le dispositif d'alerte digitale, tel qu'on en a pu discuter pendant ces 30 minutes, permet à chacun finalement d'être acteur du climat de confiance d'une organisation. Les déclarations sur les violences, sur les violations ou les abus, sont prises au sérieux. Ça protège à la fois les individus et l'entreprise, donc des conséquences d'un comportement fautif individuel. Alors, au-delà de se mettre en conformité avec la loi, voici finalement 3 avantages d'un dispositif d'alerte professionnel pour les entreprises qui le mettent en place. 1, c'est de développer une culture de l'intégrité et de la confiance, on l'a rappelé plein de fois, de protéger les collaborateurs et l'entreprise, et aussi donc de détecter afin de minimiser les effets, puisqu'ils sont traités le plus en amont possible. Donc ceci pour contribuer à la fois à l'amélioration de la performance globale, à la marque employeur et à la responsabilité sociétale, RSE, si on ouvre le champ, on va dire, au plus large.
Alors, pour ce faire, chez Signal Conseil, on a imaginé quelques packs à proposer à nos clients afin, avec des solutions donc, qui s'adaptent à leurs besoins. Donc, c'est l'idée des packs. On voit rapidement qu'est-ce que chaque pack est susceptible de contenir. Donc, il va du plus simple, hein, la fourniture de la plateforme digitale, ou plus complet, qui s'appelle le pack Sérénité, où on accompagne à la fois à la préparation, à la mise en place, au déploiement et à la gestion externalisée des alertes, avec également la possibilité de pouvoir faire des solutions sur mesure. Donc, on continuera notre cycle de rendez-vous puisque on vous proposera très prochainement donc, de faire un essai gratuit de notre outil. En avril, on va démarrer une campagne d'inscription pour une formation afin de mieux comprendre et d'appliquer la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Et nous aurons un nouveau webinaire au mois de mai, il me semble que c'est le 26, qu'il sera programmé. En attendant, vous pouvez continuer à suivre l'actualité de eSignal Conseil sur l'ensemble des sujets que nous avons évoqués avec nos partenaires, donc François-Régis Lenoir pour Puzzle Concept et Maître Vanessa Lehmann pour le cabinet d'avocats ACG. On vous remercie pour votre participation et puis on va éventuellement prendre quelques questions. Alors, dans le chat, on a déjà des remerciements pour, je le dis, à mes intervenants. Merci, toutes ces informations sont très parlantes et actuelles. Je le lis merci pour cette analyse très pertinente entre lanceurs d'alerte, RPS et confiance. Un contenu très riche. Alors, une question, voilà. Comment sensibiliser finalement les salariés au RPS, François-Régis? Ah, mais j'allais répondre par écrit, mais je vais répondre à l'oral. Euh, En fait, aujourd'hui, il y a des formations qui existent, parfois vers les dirigeants, souvent vers les managers de proximité, très peu vers l'ensemble des salariés et l'ensemble des strates hiérarchiques. Dans les entreprises les plus avancées aujourd'hui, et évidemment avec les problématiques de coûts que cela peut engendrer, il y a plutôt une mise en place de la formation de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est capable de tendre vers une parole impeccable, vers une attention dans ses propres comportements pour ne pas dévier par moment. Et cela se joue en fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on a un dirigeant qui n'est pas du tout attentif, évidemment, ça a des conséquences bien plus graves d'ailleurs que lorsque c'est un collaborateur, parce que ça va contaminer au fond parfois l'entreprise. Mais je pense qu'on va vers une formation de tous pour éviter justement d'avoir des énormes décrochages dans les entreprises et une incompréhension au fond forte dans les progrès que chacun d'entre nous nous pouvons faire sur une question de la violence qui est une nouveauté, hein. Je rappelle souvent en conférence, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants étaient la norme. Il y a encore quelques décennies, et n'en parlons pas quelques siècles, toutes les études le montrent un peu partout sur la planète de la même manière. Et la violence au travail aussi. Le temps est très court si nous regardons un peu dans le rétroviseur. Donc, je crois que former tout le monde pas à pas, sans sacraliser la question psycho et en faisant comme on peut le faire, il faut faire le port du casque. Eh bien, comment on fait au fond pour parler entre nous et pour un peu plus se respecter? Ce sont aussi des éléments, par exemple, que nous avons mis en place dans certains lieux et qui fonctionnent très bien pour une formation progressive et une montée en compétences sur ces questions. Eh ben merci François-Régis. Je pense que ça sera le mot de la fin parce qu'il est déjà Oui. 14h15. On a un tout petit peu débordé sur la durée initialement proposée. Ah, s'il y a encore une question, c'est le moment. Là, j'ai vu que quelqu'un a essayé d'écrire. On peut encore attendre une minute ou deux hein, Il n'y a pas de s'il y souci. a encore une question. Nous, on a le temps. A priori, non, c'était une fausse manip. Donc, on remercie d'avoir suivi donc, ce webinaire. On remercie ceux qui le visionneront en replay. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres réflexions autour de la confiance, autour des dispositifs de signalement et autour de la protection des lanceurs d'alerte. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci Mathieu.
Merci, maître Vanessa. Vanessa Lehmann. Merci beaucoup, Mathieu. Au revoir. Au revoir.